Ce que j'ai construit aujourd'hui, ce que j'ai bâti avec le monde de l'invisible, le monde des esprits de la nature, est pour moi le continuum en fait naturel d'une aspiration que j'ai depuis longtemps. C'est ce sentiment en fait d'étouffement intérieur, cette oppression par rapport à un monde qui m'apparaissait limité et qui m'a poussé à faire beaucoup d'exercices initiatiques, à méditer pendant très longtemps, parce que j'avais cette aspiration à ouvrir des portes sur quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond, de plus haut, quelque chose qui ne m'apparaissait pas aussi limité que le monde aussi tangible, en tout cas à laquelle qu'on appelle la forme et le monde qu'on appelle ordinaire. Ça a été vraiment une non-acceptation du système et de la société telle qu'elle m'avait été présentée et faite, qui m'a poussé quelque part à l'expérimenter, on va dire, d'autres espaces et à aller me réfugier en nature quand j'étais plus jeune. Les esprits de la nature sont les forces, les consciences, les intelligences qui conditionne et qui favorise l'évolution du vivant, c'est-à-dire de toute la création. Ce qui fait pousser les arbres, ce qui fait battre notre cœur, ce qui fait circuler le sang, ce qui permet à la forme, qu'elle soit minérale, végétale, animale, voire humaine, on va dire, de se développer. Ce qui veut dire qu'en définitive, parce qu'il y a des gens des fois qui posent la question et qui se disent oui, mais est-ce qu'en ville il y a des esprits de la nature? Est-ce que voilà, mais tout est le travail des esprits de la nature. Donc de ce fait, il n'y a pas en fait de barrière. Tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut percevoir, c'est le travail des esprits de la nature, c'est la conscience des esprits de la nature. Ce monde et ces consciences, ces intelligences vivent dans notre propre cœur. Nous sommes en fait composés des esprits de la nature. Ce qui constitue, on va dire, nos différents corps, notre conscience, sont les consciences des esprits de la nature. Donc quelque part, en fait, si on veut véritablement connaître les esprits de la nature, il suffit simplement d'apprendre à se connaître soi-même. Les personnes vont poser cette question de se demander où ils vivent en fait véritablement, dans quel plan ils se trouvent et comment en fait on peut les percevoir. Mais si je pose la question d'une manière différente et je demande est-ce que vos émotions existent, est-ce que vos pensées existent et dans quel plan est-ce qu'elles trouvent? C'est un peu la même chose. C'est grâce au plan physique qu'on touche, on va dire, le monde physique. Mais c'est grâce à notre corps émotionnel que l'on rentre en contact avec le plan émotionnel, qu'on peut appeler plan astral ou plan vital. Et la plupart des forces de la nature qui sont relativement primaires vivent dans ce plan astral. Ce qui implique qu'il est très difficile pour quelqu'un de rentrer en relation avec les esprits de la nature du plan vital et astral si elles ne rentrent pas elles-mêmes en relation avec leur propre émotionnel. Si on s'adresse avec quelqu'un au niveau du cœur profondément, ou la personne s'adresse au niveau du cœur, et nous on mentalise la relation, on n'est pas du tout sur le même plan, on ne va pas comprendre ce que la personne nous dit, on n'a pas compris l'échange, même s'il peut rayonner à un autre espace et nous toucher. Mais la chose, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même plan. C'est pareil avec les esprits de la nature. On a tendance à imaginer que je les vois, je les sens, parce qu'on n'arrive pas à gérer la relation qu'on a avec nous-mêmes, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas à projeter, il n'y a pas à essayer de créer quelque chose. Il y a juste à être réceptif, à être neutre en fait, intérieurement, calmer ses rythmes et laisser à travers nous les choses se faire. On vit dans le faire en permanence. On projette en fait notre conscience en permanence à l'extérieur. Mais le problème, c'est que si on perçoit dans les organes d'essence extérieurs, on va dire notre conscience, on ne va percevoir que les choses extérieures. Simplement, nos corps subtils sont à l'intérieur. Le monde que l'on recherche, en tout cas quand on rentre en relation avec les esprits de la nature, c'est un monde qui est à l'intérieur de nous, donc qui va nous demander une introspection. Et la plupart de notre conception du monde est quelque chose qui est relativement tellement étriqué, tellement limité, que les gens, ne serait-ce que penser à imaginer qu'ils vont commencer à parler avec les esprits de la nature ou que ça existe, bon déjà ils commencent à sentir s'ils ne sont pas dérangés ou s'ils ne vont pas commencer à, à changer de bord ou à s'imaginer. Voilà, alors ils le prennent avec humour la plupart du temps ou choses comme ça, bien que ça les intrigue, bien que leur être et leur enfant rêvent de ça. La plupart des gens rêvent en fait d'imaginer que ce soit vraiment réel, que ce soit quelque chose. Pourquoi? Parce que leur cœur sait que ça existe. Depuis qu'on est petit, on sait très bien que ça existe. On sait très bien que le monde, cette éternité infinie, cette dynamique, on va dire, cet amour, on va dire, du monde, tout ça, ça existe. Tout ce qu'on a rêvé, les lutins, les gnomes, les êtres qui volent, notre capacité de sortir, de vivre des paysages magnifiques, d'aller dans des mondes parallèles sur d'autres planètes, c'est des choses qui existent. Et donc, de ce fait, notre raison, notre mental dans lequel on s'est sclérosé et limité, nous empêche d'y aller tout simplement parce qu'il ne le contrôle pas, ça. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, quelque chose sur lequel il n'a aucune prise. Nous, dans notre imagination, dans le monde de tous les jours, qu'on a conditionné, qu'on a mis dans une case mentale, émotionnelle, on a tellement cloisonné les choses, on les a tellement rendues rigides et on a tellement peur de cette ouverture quelque part, tellement énorme, on ne s'autorise pas à redevenir un petit enfant, ce que l'enfant est capable. Il va pouvoir
avoir toute la souplesse nécessaire pour pouvoir rentrer et pouvoir rêver, on va dire, d'une manière relativement saine. Et puis il va s'amuser dans les bois, il va rester, il va jouer avec son hélicoptère, il va regarder les trucs, il va parler à la plante pendant 3/4 d'heure. Hein. Ça ne lui pose pas de problème. Pour lui, c'est sa réalité, c'est son expérience. Et ce qu'il vit est profond, il se passe vraiment des choses, il y a vraiment un vrai contact qui se fait. Nous, on le regarde avec un côté, bon, on a coupé ça parce que notre conscience est allée se scléroser dans le corps mental. Par ce processus un petit peu égotique, dans lequel on s'est limité de plus en plus dans le jeu, dans l'individualisation, on a perdu cette capacité de rayonnement de notre conscience dans tous les autres espaces de notre corps qui sont eux dynamiques et qui sont en relation avec le tout. Toutes les traditions animistes et autres, toutes celles en fait qui expliquaient le panthéon de la nature, la constitution des différentes forces, hein, qu'on retrouve dans toutes, même certaines, beaucoup de traditions chamaniques qui sont encore à l'heure actuelle encore vivantes. Hein. Les contes et les légendes en fait ne sont que la manière de compter de manière infantile, une réalité sous-jacente vibratoire qui constitue, on va dire, en définitive, la création, on va dire, de notre monde. Quand on commence à rentrer en contact avec les esprits de la nature, on se rend compte qu'il y a des milliards et des plurimilliards de peuples, d'êtres avec des histoires pas possibles, des conflits, des histoires, des pactes. Ces êtres sont composés, on va dire, dans le plan astral des différents éléments. Terre, eau, air, feu. Donc on retrouve des êtres de l'eau, les êtres de la terre, du feu et de l'air. Donc par exemple, imaginons si on regarde, on met du fumier, hein, je prends un exemple simple pour parler des êtres du feu. À partir du moment où il va commencer à y avoir une fermentation, on va dire, de la pelouse, eh ben, vont apparaître et vont être appelés quelque part des êtres du feu, qui vont permettre justement de faire cette fermentation et ça va commencer à chauffer parce qu'ils sont à l'œuvre. C'est un écosystème naturel qui se fait automatiquement, dans lequel ils vont apparaître, ils vont commencer à travailler en partenariat pour commencer à transmuter. Là, il y a des champignons qui vont commencer à apparaître parce que c'est des entités qui vont manifester aussi leur présence, qui vont se manifester dans le physique, etc. etc. Et en fait, ça, c'est en permanence. Ce qui veut dire que quand on regarde une petite plante et on regarde juste un petit trèfle, et on se concentre dessus, et bien en fait c'est des milliers et des millions d'êtres qui travaillent. On en voit qui lèvent et qui font circuler la sève, d'autres qui gèrent les réseaux et qui disent lever, machin, etc. D'autres qui gèrent les réseaux telluriques pour que ça ne perturbe pas, d'autres qui prennent le soleil et qui sont en haut sur les pétales et qui prennent vraiment le soleil pour créer la photosynthèse, pour permettre ensuite de redonner les informations à d'autres petits qui vont les donner en bas pour les transformer. Enfin c'est une véritable usine quoi, quand on le regarde comme ça au niveau de la clairvoyance. Il n'y a absolument rien qui ne se fait tout seul. À partir du moment où il y a une fonction, il y a un rôle, il y a la pousse, il y a une croissance, il y a une éclosion. Il y a des êtres derrière, des archétypes qui ont permis ça, un code informatique, un disque dur dans lequel ces informations existent et qui vont devoir être exécutées par des petites mains. D'abord dans leur aspect le plus haut, par des êtres qui sont très hauts, qui sont dans des plans de lumière, qui le soutiennent et qui reçoivent, on va dire, les archétypes des plans divins, et ensuite redistribués, hein, comme un prisme qui recevrait des lumières et qui le rediffuserait par des petites mains, des petites mains et des petites mains. On est vraiment dans un travail d'aspiration à l'évolution du divin, un travail qui est fait dans la joie, qu'on retrouve effectivement dans la nature quand on regarde les êtres, parce qu'ils sont heureux d'œuvrer pour la planète. Ils sont investis d'une lumière et d'une joie qui font qu'ils ne se posent pas de questions, parce qu'ils ne se sentent pas contrôlés par des êtres au-dessus, ils ne se sentent pas dans l'obligation de faire les choses. C'est un travail qui est naturel, qui coule, c'est une canalisation normale, on va dire, de leur vie, de leur conscience et de leur rôle surtout. Si une énergie, par exemple, est relativement aérienne, souple, un peu féminine, lumineuse, un peu tremblante, volatile, très rapide, notre conscience, quand notre conscience va rentrer en relation avec, notre imagination, notre capacité, on va dire, de rendre cohérent la relation avec cette énergie, va donner une petite... parce que si elle est rare, si on sent que c'est une énergie très fine et on est en affinité avec cette énergie, et pour nous ça correspond à une femme qui est plus blonde ou quelque chose comme ça, on peut voir un petit être avec des petits yeux bleus pétillants, le regard blond, avec des petites ailes qui frétillent, qui va à droite, à gauche comme ça, etc., avec habillé finement, parce que c'est notre conscience qui l'aperçoit comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où nous l'avons perçu comme ça, au fur et à mesure des millénaires où l'homme a calqué, on va dire, sur ces forces-là et ces énergies-là, une vision, une cohérence, quelque part une symbolique, et ben dans les mondes invisibles, dans des égrégores, c'est quelque chose qui aujourd'hui finit par être accessible même à des personnes qui n'ont pas conscience, on va dire, de ces êtres-là. Par contre, on retrouve des êtres telluriques, velus, lourds, un peu gros dans les esprits de la Terre, un peu informes, hein, parce que les esprits de la Terre ont tendance à avoir des qualités généralement un peu plus grossières, alors que les énergies de feu, on a tendance à avoir des êtres d'un regard vif, un regard généralement très perçant, très rapide, et des êtres de l'air très
très amoureux, presque angélique, etc., etc. On a toujours des caractéristiques parce que ça représente quelque part une symbolique naturelle du monde tel qu'on le connaît. Mais tout ça, ce n'est qu'une projection de notre conscience. Les esprits de la nature donc vivent dans la forêt, vivent sur nos terrains, vivent partout en fait, parce qu'il y a des consciences. Simplement, il y a des endroits qui sont plus sacrés que d'autres. On retrouve effectivement, beaucoup de personnes connaissent en géobiologie les vortex, des endroits qui sont des petits endroits, enfin les plus petits endroits sacrés quelque part qu'on peut commencer à voir dans la nature. Il y a des êtres particuliers qui ont élu, on va dire, domicile dans des endroits. La chose, c'est que quand nous, on commence à construire des endroits, on construit des maisons, on y respecte des lieux, et ben on les perturbe en fait ces êtres-là. Et ça arrive qu'il y ait des êtres qui, littéralement, plombent un lieu, plombe un endroit, une maison, ou attaquent des personnes, entre parenthèses, parce qu'ils se sentent irrespectés et attaqués, parce que la manière dans laquelle ça a été fait d'une manière dans laquelle qui n'a pas du tout plu, on va dire, à la qualité de l'être qu'elle a. On est quand même dans des mondes qui ont encore un ego. On n'est pas dans des mondes de lumière où l'être va venir et va complètement pardonner les choses, etc. On a affaire à des êtres qui défendent des territoires, qui défendent des lieux sacrés, et qui de ce fait sont capables effectivement de pouvoir avoir une vraie conséquence sur notre taux vibratoire. Et il y avait une maison pas loin que je connais, il y a une personne qui a vraiment construit une maison et l'être de la nature qui habite sur ce terrain-là a vraiment complètement plombé sa maison. Et quand on rentre dans sa maison ou on arrive sur le terrain, on voit que c'est véritablement c'est un trou vibratoire parce que l'autre il est ronchon, il est assis sur son rocher et il n'est pas du tout content de la manière dans laquelle a fait la personne, etc. Ce qui fait que l'autre qui habite la maison, il est complètement malheureusement plombé. Mais vous voyez, c'est pas par hasard que dans toutes les traditions, il y a eu des médiums, des chamans, des personnes qui étaient capables de faire le lien entre les mondes de l'esprit, les mondes de l'invisible et de la matière, pour réussir aussi à créer un partenariat, à calmer aussi certains êtres et à créer une harmonie, on va dire, avec les forces de la nature et le monde matériel tel qu'il se manifestait en général. À l'époque, anciennement, en fait, il y avait effectivement les anciens qui savaient en fait que les animaux qui faisaient paître leurs moutons, leurs autres animaux, on va dire, dans certains endroits, dans les prés, pour essayer de voir quels étaient les endroits sur lesquels ils se mettaient, quels étaient les endroits dans lesquels ils pouvaient construire, et ceux qui étaient plutôt négatifs. Quand on regarde les chats, ils aiment bien se mettre sur les endroits, on va dire, plus de polarité, je vais dire négative, parce qu'ils aiment bien pomper ces énergies, et sont un petit peu des centrales de transmutation. Et alors que les chiens aiment les endroits plus positifs, comme les chevaux. Après, ça dépend, on va dire, les animaux. Mais c'est vrai que quelqu'un, on va dire, qui est novice, peut déjà avoir une idée un petit peu des lieux qui peuvent être choisis par les animaux. Simplement, en fait, ce qui est important, c'est que la nature, dans son évolution et dans sa conscience, aime l'ordre, aime recevoir l'intuition, on va dire, des forces supérieures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que couper une forêt, faire des endroits pour faire quelque chose de beau, c'est quelque chose que la nature refuse. Au contraire, si c'est animé parce qu'elle le sent par une conscience supérieure dans laquelle on imagine des beaux jardins, quelque chose de magnifique, avec un étang superbe dans lequel on va pouvoir planter des belles plantes, eh ben on voit quelque part une acceptation et une ouverture et un accueil des forces de la nature, qui l'accueillent en fait parce qu'elles vont être structurées. Quand on regarde quelqu'un qui est harmonieux, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a réussi à harmoniser ses différents corps, à mettre de la lumière dans son corps émotionnel, à, on va dire, enlever certaines parties ténébreuses de lui, a mis de la lumière aussi dans son corps mental, parce qu'il a réussi à élaguer aussi certaines parties qui n'avaient rien à faire là, qui plombaient un petit peu sa personne. Et bien c'est un peu pareil pour la nature. Quand la nature, on lui donne la possibilité, on va dire, de manifester quelque chose qui est structuré, on voit tous les arbres qui vibrent et qui s'ouvrent aussi, on voit la terre qui accueille et qui accepte, et on voit que les esprits nature se retirent, voire même aident littéralement au travail qui est fait. Mais tout dépend après toujours de l'intention qu'on a et par quoi elle est nourrie et ce qui est canalisé, on va dire, dans le travail qu'on fait. Et je connaissais une personne qui habite pas loin, qui était vraiment quelqu'un qui avait des animaux et qui adorait la nature, qui faisait ses trucs. On arrivait dans son jardin, mais c'était magnifique, il y avait des milliers d'esprits de la nature, ça jaugeait, il l'adorait, quoi. Dès qu'il travaillait, ils étaient à côté de lui, alors que bon, il n'avait aucune connaissance des esprits de la nature, mais il avait un cœur tellement énorme, tellement aimant, on va dire, envers la nature que pour lui, enfin, je veux dire, les esprits de la nature, c'est ce rayonnement en fait par lequel ils étaient attirés. On pourrait de ce fait complètement concevoir, si les choses étaient vraiment faites en harmonie, une ville et un monde urbain totalement harmonieux, avec des espaces de rivières qui passent, des endroits avec des super beaux arbres, avec l'endroit avec lequel ils peuvent respirer, et surtout effectivement une relation à l'homme, effectivement avec la nature qui est respectueuse. Aujourd'hui, les arbres, ils étouffent sous le bitume, on les traite avec des pesticides, etc. Quand on s'approche de l'arbre, il est complètement décalé, il souffre, quoi. Donc une personne qui est à côté de l'arbre toute la journée, effectivement, elle est elle-même induite par le champ vibratoire de souffrance, et ça s'infuse tout ça dans les corps. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'aller s'asseoir, on va dire, dos contre un arbre, devant chaque différent arbre, choisir un châtaignier,
un pin, un prunier, ou voilà, et juste imaginer en fait derrière qu'on a un être. Imaginez une personne en fait. Pas imaginer un arbre, pas essayer, on va dire, de rentrer dans la relation avec un arbre, parce que notre cerveau n'est pas habitué à parler avec un arbre. Donc nous, on est habitué à parler avec un être humain. Donc il faut rendre sa cohérence, on va dire, avec un être humain, ce qui va être beaucoup plus simple en fait. Et on imagine que derrière, on a un être. Et on va juste essayer de se dire, tiens, est-ce que c'est la présence, si j'avais un être derrière, avec la sensation qu'on sent, qui va s'infuser quelque part dans notre corps vital, est-ce que c'est quelqu'un qui est anxieux? Est-ce qu'il a l'air stressé? Est-ce qu'il a l'air heureux? Est-ce qu'il paraîtrait vieux? Est-ce qu'il paraîtrait jeune? Est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce que je me sens bien avec, etc. Et de faire ça avec plusieurs arbres. Et c'est là où on se rend compte que, en changeant d'arbre, c'est pas le même être en fait qu'on ressent. Ça, c'est un exercice qui peut être sympa pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Quand on rentre en relation comme ça et on parle à un arbre, l'arbre n'a pas de corps mental. Donc c'est pas mentalement qu'il va me comprendre. C'est comme si là j'envoyais quelque chose qu'il ne pouvait pas happer. Simplement, à partir du moment où je vais envoyer une pensée mentale, moi, sur mes autres corps, automatiquement, dans mon corps astral, va se créer une forme pensée, elle, astrale. Et c'est cette forme pensée astrale que lui va percevoir. Si moi, je m'habitue à savoir avec clarté en fait ce que je veux dire, quand je regarde cet arbre-là et je lui dis mais qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es... Voilà, lui, il va percevoir la forme pensée, on va dire, émotionnelle de ma vision de ce qu'est la beauté. Alors que si une autre personne vient et dit ah là là, qu'est-ce que t'es beau, il va percevoir une autre manière d'appréhender en fait ce que c'est que la beauté. Si on n'est pas clair, même quand on est en train de parler avec un esprit de la nature, et on se met à dire, à parler de choses, et on est complètement fou quand on se met à discuter dans la nature, ils ont un fouillis, quoi. C'est un champ de bataille où ils n'arrivent pas à voir en fait où on veut en venir, véritablement ce qu'on veut dire, parce que dans le plan dans lequel eux sont en contact, ça se traduit par quelque chose qui est un peu informe, un peu chaotique, hein. Donc plus on est clair dans notre pensée, plus on est stable intérieurement, plus la qualité de ce que l'on transmet peut être comprise, on va dire, et entendue. Certaines personnes se demandent en fait s'ils peuvent être guidés par des esprits de la nature ou poser des questions comme ça pour... Alors, les êtres ne peuvent avoir conscience que du plan dans lequel ils vivent et dans lequel leur conscience baigne. Donc on ne peut pas demander à un être de l'astral quel est notre chemin de vie ou qu'est-ce à quoi on aspire, parce que notre chemin, on va dire le chemin de notre âme, ce qui est le plus juste pour nous, se trouve dans les mondes psychiques, dans le sens de la psyché, de l'âme profondément. Nous sommes des forces divines incarnées dans la création, on va dire, des forces de la nature. Donc c'est notre âme, c'est les espaces divins qui sont capables d'avoir une altitude et une profondeur pour être capables de nous guider et de nous donner les intuitions qui sont justes pour nous par rapport au choix qu'on a à faire. Un esprit de la nature, il ne sait pas. Il est capable de nous donner un paysage et nous dire pour lui ce qui cloche dans le corps qu'il perçoit du plan dans lequel il est, et dire qu'il y a un problème de guérison, etc. Mais il n'a pas forcément la capacité d'en voir la cause dans le corps causal dans lequel il n'a pas le corps constitué pour ça. Une chose vraiment importante aussi dans le contact avec les esprits de la nature, ça c'est vraiment le conseil en fait que je donne aux gens, c'est d'ouvrir leur cœur. C'est par cette lumière sur nous et cette ouverture amoureuse en nous-mêmes que l'on permet, on va dire, de révéler et d'ouvrir des portes pour que ces forces et ces consciences puissent venir. Autrement, ce n'est pas les bons êtres qui vont venir. Il y a des forces qui vont se manifester, mais ce ne seront pas celles à laquelle on aspirait. C'est vraiment important d'avoir un vrai contact et de créer un vrai contact avec le divin, un vrai contact, on va dire, avec son cœur, un contact avec les plans supérieurs, avant même de penser à travailler avec les esprits de la nature. Parce qu'il faut bien se dire que ce n'est pas parce que nous entrons dans les mondes invisibles que nous sommes spirituels ou que nous rentrons dans les mondes spirituels. Nous rentrons dans les mondes, on va dire, qui sont les mondes invisibles, mais pas baigné d'un amour et d'une lumière, on va dire, forcément divine. Hein, ce n'est pas forcément le cas. Tout dépend, on va dire, de l'espace dans lequel nous allons être, l'intention que nous allons mettre, la sincérité, la lumière qui nous habite. C'est vraiment une question de rayonnement. La synchronicité, elle se fait extrêmement rapidement dans les plans subtils. On attire à nous ce qu'on aime, mais presque automatiquement. C'est pour ça qu'on peut d'un seul coup, dès qu'on est plombé, une personne sentir une entité ou un être qui est là, parce que ça répond automatiquement, on va dire, dans les plans. Alors que dans le plan physique, qui est beaucoup plus bas en vibration, il va falloir plus de temps à ce que ça descende, et donc les synchronicités vont être un peu plus longues. C'est-à-dire que ce qu'on a aspiré, ce qu'on a généré dans notre pensée ou ce qu'on a attendu, va mettre plus de temps. Quand on commence à collaborer, à rentrer dans un partenariat avec ces êtres-là, ça ouvre un champ tellement immense sur les possibilités qui commence à être difficile quand on n'est pas guidé, parfois d'avoir du discernement et de savoir dans quel plan on se trouve exactement et avec quel être en fait véritablement on discute ou on se trouve. Et c'est toujours la difficulté des personnes qui rentrent en contact avec les esprits de la nature, c'est la capacité à avoir du discernement avec
les différents plans dans lesquels ils sont. Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin du moins j'ai remarqué, hein, c'est mon expérience, qui ont tendance à imaginer qu'ils sont dans des plans de lumière, alors que les plans, parce qu'on le ressent, en fait, on peut voir, hein, quand une personne canalise, on ressent où elle se trouve, et ben, ils sont juste en contact avec des plans de l'astral et pas du tout avec des êtres du plan mental supérieur, qui peut poser, on va dire, préjudice dans le sens des informations qu'ils ont eues, etc., etc. On a l'impression que la vie est quand même quelque chose d'un peu figé, hein, quelque chose un petit peu de déjà fait. Alors qu'en définitive, la nature est quelque chose de très très vivant et qui est en fait en évolution, on va dire, permanente. Si on regarde un petit caillou, on regarde juste un petit caillou, on voit son plan physique, on voit le minéral, mais si on regarde de manière clairvoyante, on perçoit, on va dire, tout autour une sorte de léger rayonnement, on va dire, qui est le plan éthérique, le corps éthérique, hein, qui est en fait le premier plan, on va dire, le plan le plus proche du plan physique, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut percevoir même avec les yeux. Bon, la manière simple de pouvoir le percevoir, c'est soit de mettre quelqu'un derrière un fond bleu, soit derrière un fond blanc, voire un fond noir, hein, et de simplement d'imaginer, on va dire, vous savez, c'est la chose quand on met le doigt comme ça, d'imaginer, on va dire, de regarder un mètre derrière ou à l'infini derrière, et on va commencer à avoir un léger corps, on va dire, qui va être entre 5 et 10 centimètres, on va dire, pour l'être humain, d'une couleur un petit peu bleue, un petit peu grisée. Ça, c'est généralement le rayonnement donc, du corps éthérique. Ce qui veut dire que ce n'est pas le corps lui-même. Beaucoup de personnes confondent en définitive le rayonnement avec le corps. Nos corps, on va dire, sont à l'intérieur de nous, hein. Ce qui veut dire que le corps éthérique est juste en dessous de la peau et son rayonnement est juste au-dessus. Ce qui veut dire que c'est la même chose pour, on va dire, les différents plans. Ce qui veut dire que notre corps astral, parce qu'on énumère le plan éthérique, le plan astral, le plan mental et les plans spirituels. Ce qui veut dire qu'en définitive, dans l'analogie, on se rend bien compte que plus on monte haut en vibration, plus on va à l'intérieur de soi profondément. Si on veut faire un vrai transfert de conscience, une décorporation ou un vrai contact avec, il va falloir nous-mêmes être capables de pouvoir nous identifier et de rentrer, on va dire, avec les profondeurs de notre corps qui est en relation avec le plan avec lequel on veut rentrer en relation. Donc, si l'on regarde le minéral, donc, on a effectivement donc, ce corps éthérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution du plan physique, c'est-à-dire que le plan physique a aussi une évolution qui s'est faite sur des milliers, des millions, voire sûrement enfin, des dizaines et des dizaines de millions d'années, qui fait que si on regarde un caillou et on regarde une améthyste ou un diamant, une émeraude ou un saphir, eh ben on se rend compte que la qualité du rayonnement n'est pas tout à fait la même. Il y a une évolution qui s'est faite, on va dire, dans le rayonnement. Et on va avoir en même temps un très léger corps vital qui va commencer à être créé. Ce qui veut dire que dans l'évolution même physique, au fur et à mesure de l'évolution, même le minéral a évolué. Et si on regarde le végétal, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on regarde, on va dire, une plante, on va voir un corps éthérique, pareil, des éthers, on va dire, bien sûr, qui soutiennent hein, et qui ont permis la création donc, du plan matériel, du plan physique de la plante. Et on va voir un léger corps astral, c'est-à-dire un corps émotionnel. On a quelque chose déjà au niveau physique qui est plus évolué, qui est plus souple, il y a quelque chose de beaucoup plus vivant, dynamique, et on a toujours un corps éthérique, et on a un corps vital qui est beaucoup plus complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, on va dire, un arbuste ou un arbre centenaire par rapport à une graminée, eh ben on voit que même le corps émotionnel de l'arbre est beaucoup plus complexe. On voit même que l'arbre commence à accueillir des esprits de la nature, à devenir, on va dire, un nid, hein, quelque part, à certaines forces qui viennent hein, vivre en lui, que ne peut pas encore, on va dire, accueillir la petite graminée. Et si on regarde de ce fait maintenant le règne d'au-dessus, les choses ont poussé, des millions d'années sont passées, et là on a quelque chose qui devient plus mobile. On a une évolution qui s'est faite au niveau des plans, dans le sens où on a cette fois-ci dans le plan physique un animal, quelque chose qui bouge, un insecte, quelque chose qui commence, on va dire même à se développer. Donc un plan physique est beaucoup plus adaptable, souple, dynamique, qui se déplace même. On a toujours un corps éthérique, on a un corps vital et un émotionnel qui est beaucoup plus complexe. Parce que l'émotionnel, on va dire, d'un chien, l'émotionnel d'un chat ou d'un animal est beaucoup plus sensible que celui, on va dire, d'un végétal. Et on commence à voir, par contre, au niveau de l'animal, un léger corps mental. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu la qualité, par exemple, d'un chien d'aveugle, on a vraiment là le développement d'un corps mental qui est tellement développé que l'animal a commencé à réussir à avoir une altitude et a mis suffisamment de capital dans cette conscience du corps mental pour commencer à avoir une action consciente sur son corps émotionnel. C'est-à-dire dans le sens où il va réussir à répulser ou à contrôler ses pulsions. Par exemple, la personne, elle est là dans
dans la rue, et il y a une femelle en chaleur et il conduit la personne qui traverse la rue. Il ne va pas aller voir la femelle en chaleur parce qu'il va justement contrôler et avoir une action, parce que le corps mental est suffisamment développé. Là, quand on est arrivé à ce stade en tant qu'animal, c'est que déjà qu'on est relativement prêt au niveau de la conscience de l'âme à passer à autre chose. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une évolution qui se fait, on va dire, dans tous les plans. Autant au niveau des corps qu'au niveau de l'âme, hein, de la maturité de l'âme, qui grandit aussi au fur et à mesure des expériences. Et si on regarde maintenant le règne qui est au-dessus, hein, qui va être le règne, on va dire, humain, on a par la même chose, on a un corps physique qui est encore plus complexe, son émotionnel est beaucoup plus complexe, plus sensible, et on a un corps mental qui commence à être en tout cas relativement plus développé que celui de l'animal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu un développement, à chaque fois, l'être est obligé de repasser par tous les états. C'est pour ça que quand on naît, on voit dans le corps d'une femme, en fait, quand un enfant naît, toute la colonne, tous les cerveaux se créent petit à petit comme si on repassait à travers tous les règnes. Ce qui veut dire que dans tous les corps et dans tous les plans de conscience, on a aussi les plans bas que les plans les plus élevés. C'est-à-dire qu'on a par exemple un corps astral qui est très animal et on a ensuite au fur et à mesure un corps astral qui est un peu plus haut et un peu jusqu'à ce qu'il soit même spirituel. Et c'est pareil au niveau de notre corps mental. On a un corps mental qui est relativement inférieur aussi, qui est même presque quelque chose qui se répète en boucle avec un petit vélo qui est là, un mental inférieur qui est conditionné presque à quelque chose qui n'est pas très intelligent, qui prend plein de croyances, de conditionnements, qui se sclérose lui-même, qui s'auto-sabote, etc. Et au fur et à mesure de l'évolution, le corps mental a pris de plus en plus d'altitude et s'est spiritualisé quelque part. Et c'est là où on voit, à un certain niveau, donc dans le développement de l'être humain, la création, on va dire, et ce qu'on ne voit pas, on va dire, au niveau des animaux, du végétal et de l'animal, des corps divins et un corps qui commence à créer, qui est le corps causal, qui va être, on va dire, le premier corps divin, le corps qui va permettre à l'être de prendre conscience de sa divinité. Et c'est aussi dans le corps mental, au moment de la naissance des octaves supérieures du corps mental, que l'être va prendre conscience de lui-même. C'est-à-dire que le corps va avoir suffisamment d'altitude dans la naissance du corps mental, que ce corps va être capable de pouvoir prendre conscience de la forme, du monde et de prendre conscience du je, du moi. Va se créer un moi et un je. Ce qui est en fait un processus naturel. L'ego est un processus naturel de la croissance de l'être et de la création, du moins de l'incarnation. Et c'est à partir de là où simplement ce je va permettre à l'être ensuite de pouvoir s'individualiser, va commencer à s'identifier au phénomène, et là va commencer, on va dire, plus une souffrance consciente, une connaissance consciente, etc. etc. Et c'est par la suite, dans le développement et la maturité quelque part de l'être humain, par de multiples expériences, que l'âme se rapprochant de plus en plus, ayant capable d'infuser de plus en plus ses qualités dans l'être, hein, va commencer à élargir et à faire que l'être va commencer à toucher des parties divines et prendre conscience de sa profondeur, de son espace aussi divin, de son âme, de la nature de sa conscience, de manière à ne plus s'identifier à ce moi-je. Comme si, en fait, quelque part, tout simplement, il allait comprendre que cette identification compulsive au phénomène qui était le je, qui était le moi, était juste un processus d'un corps, d'une loi en fait mécanique d'un corps en évolution, et que de par son évolution, il commence à toucher à quelque chose d'autre. Hein. Simplement, plus l'être grandit, plus naturellement il rentre en contact avec les êtres, on va dire, et les consciences qui vivent dans les plans qui sont reliés au corps qu'il est en train de faire grandir. Ce qui veut dire que si je suis attentif à mon émotionnel, et je suis attentif et réceptif au monde émotionnel qui me traverse, à cette sensibilité intérieure, je vais pouvoir être en contact avec le monde émotionnel et le monde vital et astral dans lequel mon corps baigne en fait en permanence. Et là vivent des êtres et des consciences avec qui on peut parler. Et si je monte plus haut en vibration dans le plan mental, je vais pouvoir être en conscience avec des archétypes du plan mental avec lesquels et des consciences qui vont pouvoir, à travers moi, faire naître des pensées, faire naître des intuitions, structurer quelque part des formes pensées à laquelle, ou même stimuler quelque part ma créativité ou lui permettre de prendre forme pour que je puisse faire des choses. Et si je monte encore plus haut dans les mondes spirituels, parce que j'ai des corps spirituels qui commencent à se créer, sachant que les corps spirituels ne sont pas forcément créés pour chacun. Tous les corps spirituels existent à un état latent, les centres énergétiques existent, mais les corps doivent se créer. Il y a des corps spirituels qui sont des fois tellement hauts que des personnes ne peuvent pas ressentir certains rayonnements ou certains plans parce qu'ils n'ont pas les corps adaptés à ce contact, en fait, tout simplement. Une chose qu'on ne soupçonne pas, c'est qu'aujourd'hui, la Terre a des besoins. On est dans des changements en fait, vibratoires qui sont uniques pour l'histoire de la Terre, qui sont extraordinaires
dans lequel l'élargissement, on va dire, et de la conscience des plants a atteint un état qui n'était pas du tout le même, qui s'est extrêmement agrandi en très très peu de temps, et qui offre la possibilité à des êtres et des consciences de ces différents plans de pouvoir, on va dire, interagir, de pouvoir être en contact avec certaines présences. Je parle à certaines personnes qui sont plus âgées et qui sont dans ces mondes-là depuis plus longtemps, et eux-mêmes trouvent que c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer, et les êtres qu'on voit apparaître, et les possibilités qu'ils nous offrent, et la connaissance aussi qui est capable d'être donnée. Donc je vois aujourd'hui, dans le partenariat qui m'est proposé, les possibilités qui sont extraordinaires en fait, de guérison, de soins aussi de la nature et tout ça. Et pourquoi pas rentrer dans une communication qui se fait maintenant au niveau multidimensionnel. C'est aussi ce qui est en train de se passer, à un niveau qu'on n'imagine pas, avec une efficacité qu'on n'imagine pas. Parce qu'aujourd'hui, intervenir en holosynergie sur un lieu neutralise des perturbations qu'on n'a jamais entendues en géobiologie. Les êtres qui sont là et qui travaillent dans l'harmonisation des lieux ont une connaissance, une conscience et un impact sur des kilomètres autour sur les perturbations qu'il peut y avoir. Ils sont capables même de neutraliser des perturbations qui viennent même des autres planètes, des autres lieux, d'autres espaces, qui sont capables de neutraliser des perturbations qui existent à 35 km en dessous de la Terre, sur la maison. On ne parle pas juste de courant tellurique, de failles, de croisement de failles, de réseaux. C'est qu'un tout petit pourcentage, on va dire, des vraies perturbations et des choses. Et là, on rentre vraiment dans une connaissance et des possibilités au niveau de l'harmonisation qui n'existent pas aujourd'hui, de ma connaissance en tout cas. On est dans un état d'urgence dans lequel la Terre, le monde, la conscience a ouvert des portes et a autorisé, on va dire, à certaines divinités, certaines consciences et certaines intelligences à interagir et à faire descendre certaines forces pour pouvoir véritablement soigner et nettoyer, on va dire, certains espaces. Et pour ça, la conscience et les plans de conscience recherchent des êtres, on va dire, des personnes incarnées, capables d'être réceptives. Ce n'est pas une question d'élite, ce n'est pas une question d'être choisi pour quoi que ce soit. On est juste le terrain de force qui offre la possibilité de certaines choses. Mais c'est la même chose dans le monde de tous les jours. Quelqu'un qui cherche un travail, l'entreprise recherche une personne qui a ses qualités. Et s'il a ces qualités-là, il va pouvoir être embauché. Ce n'est pas une question qu'il est meilleur que je ne sais pas qui, c'est juste qu'il a les possibilités, les qualités pour ça. Le monde, les forces, les intelligences, les dieux, les divinités, les guides de lumière recherchent des êtres, et c'est aussi la même chose pour les plans inférieurs. Les plans d'inconscience, les plans hostiles, recherchent des êtres qui ont le terrain possible de manifester des choses anti-évolutives. Donc là, je ne parle pas des plans, je ne vais pas mettre à parler des plans négatifs, etc. Mais il faut savoir qu'on vit dans un monde de dualité. On vit dans une manifestation qui est en conflit avec des forces, on va dire, lumineuses, conscientes, et en même temps des forces beaucoup plus telluriques et inconscientes. Et c'est cette contrainte, on va dire, ce conflit entre ces différentes forces, dont le monde physique et la symbolique, qui permet, on va dire, de faire éclore, de faire grandir, on va dire, les plans et les règnes qui sont incarnés. Quand on regarde en fait véritablement avec une altitude toutes les traditions, même spirituelles, on regarde le Feng Shui, on regarde le Vachtu, on regarde l'astrologie, on regarde le chamanisme, chacune avait bien compris, on va dire, qu'il y a un spectre fondamental, impermanent, mais pourtant régulier, sur lequel vivent en fait des grandes forces. Et que quand on naît à une certaine période, on renaît la constitution de ces forces. Ce qui veut dire que, d'un certain point de vue, les corps que l'on a revêtus lors de notre incarnation, le corps astral par exemple, c'est un emprunt que l'on a fait aux consciences des forces de la nature. Ce qui veut dire que les émotions que nous vivons à l'intérieur de nous ne sont pas des émotions qui nous appartiennent, ce ne sont que des émotions que nous empruntons à la réaction de la conscience des forces de la nature. Parce que la colère, le sentiment de paix, les choses que l'on peut ressentir en fait naturellement dans notre conscience, on va dire au niveau astral ou au niveau mental, c'est des choses que l'on connaît depuis la nuit des temps. La colère, elle n'appartient pas à quelqu'un. Simplement, elle est née chez quelqu'un de par l'affinité, les failles ou les blessures qui permettent à cette colère de prendre naissance. Donc nous sommes responsables du terrain intérieur que nous cultivons, que nous acceptons intérieurement, par rapport à nos blessures, nos croyances, nos conditionnements, ou là où on en est, ou notre maturité aussi intérieure. Et ces forces de la nature vivent en nous, prennent naissance en nous, et c'est grâce à elles que nous apprenons à prendre conscience de nous-mêmes. On pourrait dire que nous sommes des êtres divins, des forces de la nature divine, des forces divines qui s'incarnent
et qui se marions avec les forces de la nature. Et cela donne en définitive l'incarnation qui est un mariage dynamique quelque part entre les forces spirituelles et les forces, on va dire, beaucoup plus grossières de la nature, qui sont constituées de forces plus hautes, beaucoup plus sattviques, beaucoup plus lumineuses, et de forces aussi inconscientes. Et c'est aussi ce conflit-là intérieur qui nous fait grandir, en fait, c'est cette grande dualité divine qui est le centre aujourd'hui même de l'enjeu de la création et de l'enjeu de l'incarnation. Comme la Terre en fait est en train de monter en vibration, hein, comme il y a vraiment un changement, comme on l'a vu, on va dire, dans l'évolution, on va dire, des différents plans, à partir du moment où la partie la plus haute est en train de se créer, on parlait des règnes qui montent en évolution et qui créent un nouveau corps, ce qui est en train de se passer, on va dire, pour la planète, tous les différents plans sont en train de grandir. Le plan astral universel est en train de grandir. Le plan mental universel et les plans spirituels sont aussi en train de grandir. Ce qui fait que l'interaction et la fluidité entre les différents plans est beaucoup plus souple, hein, et que de ce fait, même nos corps, on est capable de rentrer en réception, on va dire, de manière plus souple. La chose, c'est que comme nous, on est déjà nés quelque part à un certain niveau, on se retrouve confronté à un changement vibratoire qui peut être parfois difficile. Hein, on ressent véritablement les effets. Et même on se retrouve confronté à une dureté quelque part de nos différents corps subtils. Mais les nouveaux enfants qui sont en train de naître, avec des nouveaux êtres qui sont en train de venir, eh ben, prennent les caractéristiques de la qualité vibratoire et du paysage dont je parlais, on va dire des forces de la nature là où elles en sont aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait on va avoir des enfants qui sont beaucoup plus conscients, avec des corps beaucoup plus souples, une réceptivité émotionnelle et mentale beaucoup plus grande, une connexion à la spiritualité et aux espaces divins qui sera évidente. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on parle peu, c'est qu'on est en train de préparer quelque part la naissance d'un nouveau règne. Comme il était une utopie, on va dire que quand on regardait le minéral, on imaginait que le végétal allait naître, que quand on regardait un monde que de minéral et de végétal, on allait imaginer un animal naître, et ensuite imaginer l'humain ensuite qui allait pouvoir avoir ces possibilités que n'a pas l'animal. Et bien aujourd'hui, par cette montée en vibration, cette évolution, les énergies qui sont en place, les intelligences qui sont en train de descendre et de s'incarner, sont en train de mettre en place, on va dire, la création d'un autre organisme, d'une nouvelle incarnation, on va dire, physique, qui ne sera pas l'humain, mais qui sera l'humain avec quelque chose de plus. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais il ne faut pas croire que l'évolution s'arrête là. C'est pour ça que je dis même très souvent que la spiritualité n'est pas quelque chose qui est figé. Même le monde ou les finalités ou les réalisations que nous avions imaginées, qu'on retrouve dans les différentes traditions, ne sont que des étapes conscientielles à quelque chose d'infini, d'encore plus amoureux, de plus haut et de plus divin.